va pas consommer de la pellicule, là. Non, je n'ai pas mis la première ronde. Donc, je fais un petit rapport sur l'effet Doppler. L'effet Doppler Fizeau et quelques exemples de sa formidable importance en astronomie. Voilà. Donc, bon, d'abord on commence par la spectroscopie. Là, c'est beau, c'est un arc-en-ciel tout à fait. Là, c'est tout à fait un arc-en-ciel extraordinaire. J'ai pas réussi à comprendre tous les arcs-en-ciel qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des réflexions, etc. Voilà, ça c'est encore un arc-en-ciel vivant. Bon, décomposition de la lumière du soleil et des étoiles. Vous avez ici donc un arc-en-ciel et vous voyez qu'on a bien redessiné, là il y a un petit de façon artificielle, les différentes couleurs. Bon, la lumière blanche, en fait, est l'addition, la superposition de toutes les couleurs du spectre visible. Hein. Voilà. Bon, et quand on... Voilà, alors ça, oh là là, elle n'est pas bonne cette... Bon, Newton avait déjà observé donc, la décomposition de la lumière du soleil à travers un prisme, peut-être d'autres gens aussi. Et quand la lumière du soleil est décomposée avec une dispersion suffisante, on voit que on a donc les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on voit des raies sombres, parfois brillantes, qui se situent à un endroit bien précis. Bon, pour le soleil, on n'a que des raies sombres. Voilà. Alors, donc, c'est donc un spectre, voilà. Alors, Fraunhofer, donc ça s'est passé au 19e siècle, Fraunhofer est le premier à avoir étudié et répertorié ces raies, et Kirchhoff et Bunsen identifient les corps qui donnent naissance à ces raies. Donc voilà Fraunhofer. Voilà, alors là j'ai presque la même gravure, c'est comme s'il bougeait. Il y a simplement, c'est très rigolo, j'ai trouvé 2 fois la même gravure, il y a simplement le type qui était assis, qui a bougé, qui a changé, voilà, comme si c'était du cinéma déjà, c'est très chouette. Voilà, bon, le spectre de Fraunhofer, alors il a identifié les raies, il a compté 600 raies à qui on a donné les lettres de l'alphabet. Alors dedans, il y a des raies qui correspondent au spectre du soleil, et aussi des raies qui correspondent au spectre de la vapeur d'eau, de l'atmosphère. Voilà. Donc ça, les astrophysiciens après ont parfaitement bien calculé tout ça. Donc actuellement, on connaît plus de 20 000 raies dans le soleil. Hein. Et alors on sait d'où viennent ces raies, pourquoi elles rayonnent. Donc voilà. Et il faut comprendre que c'est à partir de ce moment-là, quand on a pu identifier quels étaient les corps qui rayonnaient dans les étoiles, et on a pu identifier tous les paramètres physiques grâce à la spectroscopie et l'effet Doppler, et donc dans les étoiles, et c'est là que l'astrophysique commence. Bon, alors, pour un même élément chimique, les raies se retrouvent à la même longueur d'onde, qu'elles sont en émission ou en absorption. En fait, bon, si on prend c'est les électrons qui sont autour des niveaux quantiques du noyau de l'atome qui sautent et qui changent de niveau d'onde, et donc ça, de niveau, et par conséquent ça donne de l'énergie ou ça reprend de l'énergie, mais c'est toujours à la même longueur d'onde, toujours la même quantité d'énergie. Voilà. Bon, alors le spectre dépend des conditions physiques au sein de la source, donc tantôt je vais avoir un spectre en absorption, un spectre en émission, des raies en absorption, des raies en émission, ça dépend des conditions physiques, ça c'est parfaitement connu. Donc on connaît la composition d'un corps à distance par comparaison depuis le spectre, qui se fait donc une analyse en laboratoire. Voilà, donc ça c'est les physiciens qui font l'analyse en laboratoire, et après les astronomes reçoivent la lumière des étoiles, reçoivent le rayonnement des étoiles, et à partir de ce qu'on connaît, à partir des expériences de laboratoire, on essaye de voir quels sont les corps qui rayonnent dans le spectre, l'astre étudié. Voilà. Alors voilà un autre spectre, voilà. Alors en haut vous avez donc quand il est représenté décomposé, et en bas c'est quand donc on fait passer, autrefois on faisait passer par un spectrodensitomètre, donc maintenant c'est fait automatiquement, et donc c'est la mesure de l'intensité lumineuse aux différentes longueurs d'onde. Voilà. Alors là, c'est simplement pour les différentes étoiles, depuis les plus chaudes jusqu'aux plus froides. En fait, le continu n'est pas tout à fait ça, parce que le continu pour les étoiles chaudes est beaucoup plus bleu. Là, ils ont mis le continu pratiquement pareil partout. Hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de raies, dans les étoiles froides, enfin froides, disons moins chaudes, et puis alors, l'étoile A0 correspond à l'intensité maximale des raies d'hydrogène. Enfin bon, ça sera pour un autre jour. Bon, alors, donc là on sait, on a un spectre, on s'est identifié, on voit des tas de choses, et quand la source d'onde, celui qu'envoie, et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, donc on a l'effet Doppler-Fizeau. Alors Doppler a identifié cet effet pour les ondes lumineuses, et Fizeau pour les ondes acoustiques, et Fizeau pour les ondes lumineuses. Voilà. Alors,
voiture, on imagine une voiture de pompier, donc on voit un signal, un bâton, bon, et donc c'est les ondes acoustiques, voilà, et quand elle avance, elle va dans les ondes, évidemment, c'est comme un caillou qu'on lance dans l'eau, part de la voiture, mais donc elle rattrape ces ondes. Donc on comprend bien que les ondes qui sont avant la voiture seront plus petites que la longueur d'onde, plus petite que les ondes qui sont derrière la voiture, ou qui sont, donc on peut dire, elle laisse traîner ces ondes derrière elle. Donc on voit bien que les ondes seront plus grandes. Alors, voilà. Alors ici, on a donc le voiture stationnaire, bon, la voiture rattrape ces ondes, et en dessous, bon, là, quand elle rattrape complètement ces ondes, et ben on passe le mur du son. Voilà. Alors, les ondes acoustiques, ça, c'est pas de l'astronomie, mais c'est toujours bon à savoir, enfin, rappeler, plus les longueurs d'onde sont grandes, plus le son est grave. Voilà, avec des instruments à cordes, vous savez, le violon, l'alto, et puis plus vous savez très bien que, enfin, l'instrument à cordes, donc c'est les cordes, les vibrations des cordes, voilà, et les contrebasses sera vraiment beaucoup plus grave. Avec les flûtes douces, c'est pareil, le sopranino sera des sons beaucoup plus aigus que les flûtes, que le soprano, que la flûte alto, et puis la flûte ténor donnera, elle, la flûte basse encore, donc des sons beaucoup plus graves, et là, c'est les vibrations de l'air à l'intérieur de l'instrument. Voilà, ce qui fait que quand vous écoutez une voiture qui s'approche, on prend l'exemple de la voiture, voilà, une voiture de pompier. Bon, ben, quand vous écoutez une voiture de pompier, une voiture de police ou une ambulance qui arrive, vous entendez un certain son, et quand la voiture vous a dépassé, le son est plus grave. Voilà. Bon, alors, c'est la même chose pour les ondes lumineuses. Simplement, du coup, quand les ondes, donc quand la source se déplace par rapport à l'observateur, eh bien, les ondes, quand on est devant là, les ondes vont du côté des petites longueurs d'onde, donc c'est du côté bleu, et de l'autre derrière, c'est du côté rouge. Donc, quand vous observez quelque chose, si les ondes, si les raies, parce que les raies sont logiquement, avec les expériences faites en laboratoire, où évidemment en laboratoire les instruments sont immobiles, donc quand les raies par rapport aux expériences de laboratoire sont décalées du côté des grandes longueurs d'onde, ben ça veut dire que l'objet s'éloigne de vous. Et quand les raies sont décalées du côté des petites longueurs d'onde, c'est-à-dire que l'astre que vous étudiez se rapproche de vous. Voilà, alors ça c'est évidemment donc, ce qu'on appelle la vitesse radiale d'une étoile, mais c'est utilisé également pour beaucoup d'autres choses. Bon, alors voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, donc, il permet de déterminer la vitesse, la rotation, la pulsation des étoiles, a permis de découvrir la première planète extrasolaire et a longtemps été la méthode la plus efficace pour en découvrir de nouvelles. Il permet de déterminer la rotation des galaxies, il a permis de découvrir et de mesurer l'expansion de l'univers. Et puis là, je pourrais mettre encore des points de suspension, parce que là, j'ai mis simplement les choses qui me paraissaient à moi, pour l'instant, les plus importantes, mais il y a des tas de choses auxquelles je n'ai pas forcément. Alors, la vitesse radiale des étoiles, ce qu'on appelle la vitesse radiale, ça vient du mot radius, en latin, des rayons. Vous savez, quand vous regardez les étoiles, il y a la sphère céleste, vous voyez les étoiles sur la sphère céleste, le mouvement d'une étoile peut être décomposé en le mouvement qui se passe sur la sphère céleste, qu'on appelle le mouvement propre de l'étoile, et le mouvement de l'étoile sur la ligne qui joint votre œil à l'étoile sur le ciel. Et c'est la vitesse radiale est donc le mouvement de l'étoile, uniquement la partie du mouvement de l'étoile qui se rapproche ou qui s'éloigne de vous. Bon, alors on pourrait penser a priori que c'est plus facile de mesurer le mouvement d'une étoile sur le ciel que la façon d'étoile qui se rapproche ou qui s'éloigne de vous. Mais à cause de l'effet Doppler, c'est exactement l'inverse. Bon, alors voilà. Alors voilà ici par exemple. Alors ça, c'est la vitesse radiale, c'est très simple. Maintenant, d'autres choses beaucoup plus détaillées pour les étoiles. Quand l'étoile tourne, vous êtes là, donc il y a une partie ici, il y a une partie de l'étoile qui s'éloigne et une partie de l'étoile qui se rapproche. Voilà, l'étoile tourne. Bon. Voilà, cette partie-là s'éloignera. Ici, la partie qui est juste en face, là, ben, elle ne bougera pas. Enfin, tout ça, ça s'ajoute à la vitesse radiale de l'étoile, évidemment. Et là, ça se rapproche de vous quand l'étoile tourne. Alors, quand l'étoile a une très grande vitesse de rotation, c'est un phénomène très important. Parce que, voilà, alors si on peut ici reprendre, donc là, l'élargissement rotationnel, si on découpe la surface de l'étoile comme ça en petits secteurs, on voit que la partie ici
hein, cette partie-là, donc quand l'étoile tourne, elle ne bougera pas par rapport à vous. Hein. Enfin, elle bougera dans ce sens-là, mais pas comme ça. Donc, elle fera, la raie ici sera cette partie-là, et on voit ici la surface, et c'est évidemment la plus importante, donc ça fera une partie de la raie, ici au centre de la raie, la plus grande. Ici, après, quand on s'éloigne, ces parties-là donc seront décalées, les restes seront décalés, bon, là ça va par là, donc ça sera décalé, ça s'en va, donc c'est décalé vers le rouge, hein. Et ici, donc, ici cette surface-là, elle sera la plus petite, donc ça sera cette partie-là, ça sera à la fois la partie la plus décalée de la raie, mais ça sera également, ça sera plus petit, hein, ça sera de plus en plus petit. Puis c'est pareil ici avec la partie qui se rapproche de vous. Hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au lieu, si l'étoile ne tournait pas, toute la surface de l'étoile aurait donné une raie ici, qui aurait donc été étroite et très longue, hein, très importante. La surface de la raie sera la même, mais elle sera élargie. Ce sera la composition, la raie que vous aurez là sera la composition de toutes les petits traits donnés par les différentes parties de l'étoile. Voilà. Je trouve que c'est assez beau comme. C'est-à-dire que j'ai travaillé là-dessus, alors non, je trouve ça très beau. Voilà. Donc, voilà. Alors, ici, on revoit le dessin avec les petits traits, les raies qui se superposent, celle du côté rouge et celle du côté bleu. Hein, voilà. Il y a encore une autre. Et on voit que chaque partie de la raie donnera, vous voyez, chaque partie du secteur de l'étoile donnera une partie de la raie. Alors là, évidemment, ce que je vous ai montré, c'est une étoile, pour simplifier les choses, c'est l'étoile qui tourne perpendiculairement à vous, comme ça. Hein. Si l'étoile tournera pas comme ça, vous ne verrez rien. Hein. Et suivant l'inclinaison de l'étoile par rapport à la ligne de visée, il y aura tous les cas de figure intermédiaires. Voilà. Alors ici, on voit donc l'arrêt, les différents élargissements qui se produisent pour la même raie, suivant les différentes rotations de l'étoile. Voilà. Donc, quand vous observez un spectre, vous pouvez déterminer la rotation de l'étoile à partir de la largeur des raies. Mais c'est pas très facile, hein, c'est pas un boulot. Alors ici, on a repris un exemple d'étoile à grande résolution spectrale, et qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà le spectre, et puis qu'est-ce qui se passe quand c'est suivant différentes vitesses? Voilà, vous voyez, les restes sont complètement gommés, si on peut dire. Pas complètement gommés, mais élargis, donc ça sera beaucoup plus difficile de distinguer les différents traits, évidemment. Voilà. Donc, vous voyez déjà un premier effet. Bon, alors c'est pareil, si votre étoile elle pulse, en plus de donc la raie à ce moment-là, quand l'étoile c'est en pulsation, et la surface de l'étoile, il y a un moment quand elle sera en expansion, et bien la raie sera décalée vers le rouge, vers le violet, pardon. Donc la surface de l'étoile se rapprochera de vous. Et puis quand elle sera en contraction, quand l'étoile sera en contraction, la surface de l'étoile s'éloignera de vous. Donc les raies seront décalées vers le rouge, pardon. Vers le rouge. Voilà. Donc on mesure également avec ça la variation périodique de la position des raies, et ça peut être donc ça peut être une pulsation de l'étoile. Voilà. Alors c'est comme ça aussi qu'on a déterminé les planètes extrasolaires, c'est avec l'effet Doppler. Hein. On n'a pas pu, bon, l'étoile, la planète, disons que quand la planète tourne autour de l'étoile, en fait, elle ne tourne pas directement autour de l'étoile, ils tournent autour de leur centre de gravité commun. Voilà. Et par conséquent, on peut, avec ce qu'on récupère donc le spectre de l'étoile, et l'étoile, donc elle a un petit mouvement qui est lié à l'existence de la planète. Mais évidemment, le mouvement est très petit. Et il faut un très très bon spectro pour déterminer ça. Alors voilà, c'est comme ça que donc en 1995, on a déterminé l'étoile, la présence d'une planète. Voilà. Ça c'était donc il y a donc en 95, et puis maintenant on en est, je ne sais plus combien, des milliers de planètes extrasolaires. Voilà. Alors voilà un spectre, et voilà ici le spectre de l'étoile avec la première planète détectée, et vous voyez ici la partie d'en haut représente le détail de la partie d'en bas, la petite partie d'en bas. Donc vous voyez la quantité de raies spectrales qu'il peut y avoir.
Et là, donc c'est des raies spectrales qui sont là extrêmement... Bon, l'étoile tourne avec une très petite vitesse, donc les raies ne sont pas du tout élargies. Donc on peut avoir une extrême précision sur la position des raies, donc une extrême précision sur la vitesse radiale, et c'est comme ça donc on a pu détecter les planètes extrasolaires. Alors évidemment, détecter avec cette méthode-là des étoiles qui tournent vite, ça va être beaucoup plus difficile. Hein. Voilà. Alors, oui, ce que j'ai pas dit aussi, j'aurais pu le dire aussi, parce que bon voilà, j'ai pas pensé, bon c'est comme ça. Il y a les étoiles doubles. Quand vous avez des étoiles doubles, chaque étoile envoie à ses propres raies, et quand des deux étoiles, qu'on appelle des étoiles spectroscopiques, quand les étoiles tournent l'une autour de l'autre, et ben le système des raies, les deux systèmes de raies s'intervertissent. Quand l'étoile qui envoie un système de raies se rapproche, les raies sont décalées vers le violet, et l'autre étoile, les raies sont décalées vers le rouge. Et c'est l'inverse à une demi-période suivante. Dans la demi-période suivante, les étoiles sont interverties, donc il y a une étoile l'autre étoile qui se rapprochait de vous s'éloignera, donc les raies seront interverties. Et c'est comme ça qu'on détecte des étoiles doubles, c'est une des méthodes pour détecter des étoiles doubles, ce qu'on appelle les étoiles doubles spectroscopiques, où donc il y a deux systèmes de raies qui sont superposés et qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, mouvement périodique. Donc on doit retrouver la même chose d'une période à l'autre. Il faut déterminer la période et tout ça. Et ça, c'est une chose très très importante pour les étoiles doubles. Voilà. Alors maintenant, alors ça c'était bon, je parle de ça parce que on en a parlé là ces temps-ci. Les galaxies extérieures, voilà, c'est l'importance de l'effet Doppler. Hein. Oui, donc ça, je vous ai parlé de l'importance de l'effet Doppler pour les étoiles. Et maintenant, bon, alors ça a également servi pour la rotation des galaxies. C'est comme ça qu'on a déterminé que la rotation des galaxies ne correspondait pas du tout à ce qu'on pourrait attendre, etc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la matière noire, qu'on n'a toujours pas réussi à savoir ce que c'était. Mais ça se fait à partir de la rotation des galaxies. La rotation des galaxies se fait par effet Doppler. Et puis alors pour les galaxies extérieures, enfin, les autres c'est aussi les galaxies extérieures, mais quand on regarde la vitesse radiale des galaxies, voilà, alors là, donc c'est les premières images, plus les galaxies sont éloignées, plus les galaxies sont éloignées, plus elles s'éloignent de vous, les galaxies en moyenne s'éloignent de nous, et plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent de nous rapidement. Hein. C'est ce qu'on appelle donc l'expansion de l'univers et qui s'appelle maintenant la loi de Hubble-Lemaître. Voilà. Les galaxies, l'éloignement des nébules extragalactiques est un effet cosmique dû à l'expansion de l'espace. Alors quelquefois on appelle ça l'effet Doppler cosmologique parce que ce n'est pas dû aux galaxies elles-mêmes, mais c'est dû à l'espace dans lequel sont les galaxies et c'est l'espace qui est en expansion. Donc certaines personnes disent c'est pas l'effet Doppler, oui, enfin, c'est quand même l'effet Doppler, c'est quand même de l'effet Doppler puisqu'il y a un décalage. Un mouvement à cause de l'expansion de l'espace. Les galaxies sont en mouvement par rapport, mais c'est pas elles qui sont en mouvement, c'est l'espace lui-même qui est en mouvement, mais les raies émises par les galaxies sont décalées vers le rouge, et d'autant plus décalées vers le rouge que la galaxie sera lointaine. Hein. Et donc c'est donc toute la base de la cosmologie. Hein. Et c'est à partir de ça, donc pendant longtemps on s'est demandé est-ce qu'il y a eu un instant zéro? Est-ce qu'il y avait un instant zéro ou est-ce qu'il y a eu pendant longtemps c'était la théorie de Hoyle qui était qu'il n'y avait pas eu de commencement et bon l'espace est en expansion, bon donc la densité de l'espace, si l'espace est en expansion, la densité de l'espace doit diminuer, hein, doit décroître. Et la théorie de Hoyle était que c'était un espace sans commencement du fin et qu'un espace donc, qui ne changeait pas, et qu'il y avait création continue de matière pour compenser la diminution, la décroissance de la densité due à l'expansion de l'univers. Et puis finalement on s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'on a retrouvé les traces, si on peut dire les traces, le rayonnement fossile de l'instant du Big Bang, l'instant zéro de l'univers. Donc voilà, donc on sait que maintenant disons qu'il y a extrêmement la probabilité qu'il y ait vraiment eu un instant zéro est quand même extrêmement forte. Hein. Voilà. Et alors donc là, c'était ce qui a été voté, donc c'était la loi de Hubble, et puis au mois d'août dernier, et puis ça a été confirmé après, on a refait un vote électronique, les astronomes en assemblée générale pour l'Union astronomique internationale à Vienne, au mois d'août dernier, ont voté pour que la loi de Hubble s'appelle la loi de Hubble-Lemaître.
Parce que le maître avait publié ça avant Hubble, mais il l'avait publié dans une petite revue belge, et par conséquent, bon, voilà. Alors après, Hubble a publié ça, mais l'article de Lemaître est antérieur. Donc voilà. Enfin, alors là, je vous ai montré quelques-uns des effets Doppler en astronomie, hein, quelques-uns, mais on le retrouve tout le temps. C'est vraiment, enfin, Doppler Fizeau, puisque c'est Fizeau qui a fait ça pour la lumière, et c'est vraiment quelque chose de complètement... Moi j'ai une fois un TIPE qui m'a dit qu'il voulait faire, vous savez, c'est ce qu'ils font les taupins quand ils passent les concours, ils ont un petit travail personnel à faire, ils doivent faire un exposé de 5 minutes, et lui il voulait faire un exposé sur l'effet Doppler en astronomie. Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. Il fallait qu'il coupe un peu, qu'il prenne un sujet beaucoup plus précis, parce que l'effet Doppler en astronomie, on peut parler dessus pendant des heures et des heures. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, donc, voilà, je ferme ce truc. Alors, comment on fait là? Ça fait bizarre, je ne suis pas habitué à ça. Non, mais je ne trouve pas le point où je peux fermer le fichier. Voilà, c'est ici. Bon, maintenant j'en ouvre un autre, ouvrir récent. Voilà, donc maintenant on va voir la radioastronomie. Bon, ça va, l'effet Doppler, je ne sais pas ce que vous saviez les uns les autres. Vous saviez tout ça déjà ou pas? Non? Non, Kodo? Bon, ben voilà, donc... non, mais justement, la dernière fois, j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas mal d'en parler un peu, parce que je vous dis, c'est un truc qu'on retrouve partout, et qui est vraiment très très important. Hein. Et puis même si les gens qui savent, quelquefois, ça fait pas de mal de revoir les choses. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, alors en attendant, maintenant on va parler de la radioastronomie. Alors je sais pas quelle heure il est en plus, parce qu'on a commencé avec énormément de retard. Voilà. Oui, bon. Alors, la radioastronomie, bon, voilà, pourquoi la radioastronomie? Un exemple, on va voir après, mais c'est pour vous dire, voilà, une galaxie, voilà une galaxie à la même échelle, voilà, en optique, dans les longueurs d'onde optique et les longueurs d'onde radio. Donc, vraiment indispensable, la radioastronomie. Bon, ça c'est une image que je vous ai déjà montrée 50 fois, mais comme il y a des nouveaux, il faut le reprendre. Voilà, donc les astres rayonnent dans toutes les longueurs d'onde, et nous, donc sur Terre, l'atmosphère, empêche, enfin fait écran à une certaine quantité de ces longueurs d'onde, ça tombe bien pour le rayon X par exemple, voilà, c'est peut-être pas la peine, le rayon ultraviolet aussi, c'est peut-être pas la peine qu'on reçoive ça, et voilà, alors on a donc une fenêtre visible ici qui est dans la fenêtre visible, on voit les étoiles, on les voit avec nos yeux, voilà. Et après, il y a l'infrarouge, alors on voit que l'infrarouge, il y a des fenêtres plus ou moins, voilà. Il y a une fenêtre infrarouge. Et puis après, bon, il y a différents corps dans l'atmosphère qui font écran. Et puis il y a une deuxième fenêtre qui est la fenêtre radio. Alors, ce qui fait que au sol, on aura donc deux espèces d'instruments. Les instruments d'optique, et puis également, et puis c'est dans le proche infrarouge aussi, et puis les instruments radio. Pour toutes les autres longueurs d'onde, il va falloir aller donc au-dessus de l'atmosphère, donc envoyer des engins spatiaux. Alors certains donc qui seront adaptés aux spécificités physiques du rayonnement. Voilà. Bon, alors, donc ça c'est une photo. Voilà, Karjanski, alors il travaillait, je crois, à la compagnie Bell, et voilà, il a trouvé, donc il trouve il commence à avoir des émissions de la galaxie, voilà Karjanski. Et puis ça a été, alors il y a moi je connaissais pas, voilà, Gruber qui a repris les travaux de Jansky et qui a construit son propre radiotélescope entre 33 et 37. Alors il a d'abord, c'est un Américain, et puis finalement il a été travaillé il a vécu 90 ans, et après il a été travaillé en Australie. Voilà, alors, c'était mieux que ça, moi, ma photo d'image était mieux que ça. Enfin, bon, c'est vrai que ce truc marche, mais il est peut-être moins bon que l'autre si l'autre marchait, je ne sais pas. Voilà, donc il a fait un radiotélescope, il a fait la première carte de notre galaxie. Voilà. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, la radioastronomie se développe, et les premiers radiotélescopes sont faits, on utilise des radars allemands, après la guerre, prise de guerre, voilà. Et puis, en France, on établit la station de radioastronomie de Nancy dans Cher, qui d'abord, c'était fait avec l'école normale supérieure, je crois, puis ça a été rattaché à l'Observatoire de Paris. Voilà.
Et dans les années 60, le grand radiotélescope est construit dans les années 60. On va en reparler après. Voilà, le radiotélescope de Nancy. Alors, le principe des radiotélescopes, et oui, je suis désolé, il manque un S, voilà, est le même que celui des télescopes optiques. Et les longueurs d'onde radio étant beaucoup plus grandes que les longueurs d'onde optiques, les grillages transparents ne sont pas qu'aux ondes radio. Voilà, ici on a donc, par exemple, ici vous avez donc, il y a plusieurs espèces d'instruments. Vous avez ici c'est une parabole, et puis ici donc le rayonnement radio arrive, est concentré ici sur l'antenne, et puis voilà, et puis après il est analysé, traitement, amplification et traitement. Voilà. Alors ça c'est un des modèles, de radiotélescope. Hein, mais, vous voyez, dans ça c'est des grillages alors. Voilà, alors c'est un instrument méridien. Alors vous avez donc deux miroirs. Il y a un miroir. Alors, un instrument méridien, c'est-à-dire qu'il prend le rayonnement au voisinage du méridien. Hein. Donc ici, donc c'est nord-sud. Voilà. Et ici vous avez donc un miroir sphérique ici qui récupère. Pardon, il y a un miroir ici, le miroir plan est incliné. Bon, et puis alors il envoie, on l'incline suivant l'astre qu'on veut étudier, il envoie la lumière. Voilà, ça arrive ici, voilà, la lumière, c'est le rayonnement radio arrive ici, voilà, sur le miroir plan qui est incliné, qui va sur le miroir sphérique, qui le concentre donc ici sur l'antenne qui est au centre, et après ça, donc c'est étudié, voilà. Donc voilà le principe de ce miroir-là. Alors, c'est un grillage, je crois que ça doit faire, je sais pas, c'est toujours comme ça, c'était des mailles, les mailles étaient d'1 centimètre. Alors, ce qui fait que ce sont des miroirs, mais pour nous, ce sont des miroirs, pour nos yeux, ce sont des miroirs transparents. C'est des grillages. Les grillages, je vous dis, ça faisait 1 centimètre. Je ne sais pas si maintenant il est toujours 1 centimètre, s'il a été. Enfin, vous voyez le genre de choses, des petits carrés, voilà. Alors, il y a deux espèces, en gros, il y a deux espèces de radiotélescopes. Il y a ceux qui sont avec une seule antenne, alors il faut qu'elle soit le plus grand possible. Hein, et puis il y a ceux qui sont où il y a beaucoup d'antennes et qui marchent par interférence. Alors. Voilà, alors le radiotélescope d'Arecibo ici, c'est un télescope zénithal, il observe donc, vous voyez, essentiellement les astres qui sont, il ne peut pas observer des trucs, je ne crois pas qu'il puisse observer des trucs très près de l'horizon, voilà, et c'est donc dans le cratère d'un ancien volcan. Voilà. Alors bon, on donnera après les plus grands, voilà, ça c'était simplement les principes généraux des radiotélescopes. Donc on retrouve, évidemment ça ressemble pas, a priori ça ressemble pas, vu de l'extérieur à un télescope optique, mais les principes sont exactement les mêmes, c'est recevoir le rayonnement sur une surface aussi grande que possible et combiner, et puis la rassembler dans un récepteur, et puis éventuellement quand on fait une interférence, c'est combiner les rayonnements reçus par différentes... Alors, quels sont les processus physiques qui émettent en radio? Alors il y a déjà l'arrêt de 21, je vais vous expliquer, je ne vais pas vous expliquer tous parce que certains sont un peu compliqués. Il y a l'arrêt de 21 cm de l'hydrogène neutre. Alors bon, ce qu'on appelle changement du speed de l'électron. Il y a donc vous avez un noyau, là, un proton, et puis un électron. Évidemment, c'est parfaitement schématisé. Hein. C'est complètement schématisé. Vous avez un électron qui tourne autour, et l'électron a lui-même une rotation. Et quand l'électron change de rotation, à ce moment-là, ça émet une raie et qui est donc la longueur d'onde de 21 cm. Évidemment, 21 cm n'est pas du tout une longueur d'onde optique, mais c'est une longueur d'onde radio. Donc, elle est observable et en particulier, Nancy avait été fait pour cette longueur, essentiellement pour cette longueur d'onde-là. Alors, elle sert donc, ça permet d'observer la Voie lactée dans la raie. Moi, mon image était beaucoup plus belle que celle-là. Je suis vraiment désolée parce que le projecteur est vraiment mauvais. Peut-être si on éteint les lampes, vous pouvez aller voir que c'est un peu moins mauvais. Parce que moi j'ai plus de détails, c'est ça qui m'embête. Oui, ben ça ne change pas grand-chose. Hein. Non, moi j'ai ma petite image, est beaucoup mieux que ça. C'est ça, ça m'embête. Voilà. Alors par exemple ici, bon alors ce que je vous ai, ici ce que je vous ai montré, c'est qu'on refait, justement grâce à l'effet Doppler, on refait la carte à partir parce que vous avez toujours mis une autre image, à partir de nous on est de l'autre côté, il y a toute une partie qu'on ne peut pas observer parce qu'il y a le centre galactique qui nous en empêche, derrière, mais grâce à l'effet Doppler, on peut justement identifier les différentes parties
du rayonnement et on peut retracer la carte de la galaxie. Voilà. Et alors là, je suis désolé hein, pour les. Non, mais il n'y a pas de Ben, je suis mais vraiment, pour ceux qui étaient à l'heure, c'est pas juste. Voilà. Bon, alors ici, alors là c'est l'inverse, on reprend ici cette pile, mais ça c'est la carte faite dans l'autre c'était la carte vue du haut si on peut dire, et là c'est la carte dans le plan, enfin, vue par la tranche, voilà. Hein? Alors ça c'est, alors évidemment dans un cas pareil on est sûr que les couleurs c'est des couleurs artificielles. Hein? On a mis des couleurs pour mieux, puisque pour mieux se rendre compte, mais simplement il faut savoir à ce moment-là, il faut connaître comment ça a été étalonné. Là on a dit les zones brillantes correspondent au maximum d'intensité, donc d'abondance de H1. Voilà. Alors ici c'est une image qui montre, j'avais toute une série de diapos qui racontaient ça aussi. C'est très très intéressant toute cette série-là, parce qu'en fait c'est dans toutes les longueurs d'onde, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites, et j'avais des diapositives, ils expliquaient chaque image, la quantité d'images avec les différents instruments qu'il avait fallu faire pour pouvoir avoir tout ça. Voilà. Alors ici, donc en haut, on a le continu radio, après donc on a l'arrêt 21 cm. Alors vous voyez déjà comme, alors donc la galaxie, si on peut dire, vue par la tranche. Hein. Mais à chaque fois, évidemment, on met, c'est des milliers d'observations qu'on met ensemble. Hein. Voilà. Et on voit ici, par exemple, en 21 cm, la galaxie est beaucoup plus petite, plus plate. Hein. Vous voyez que l'hydrogène neutre, 21 cm, ne mâche pas dans le halo. Et on voit après, bon, l'hydrogène moléculaire, l'infrarouge, voilà, le proche infrarouge, l'optique. Alors dans l'optique, alors vous voyez ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous êtes en optique, vous avez ici, là c'est très très spectaculaire, vous voyez que tout le noir, c'est pas qu'il n'y a pas d'astre qui rayonne, c'est qu'il y a de la matière absorbante. Hein, et ça absorbe dans le domaine optique, donc on ne peut pas le voir, on peut pas voir, mais grâce avec les autres longueurs d'onde, ça peut être transparent à d'autres longueurs d'onde, et on voit que c'est transparent dans les longueurs d'onde radio par exemple. Hein, et ça c'est très très spectaculaire, là on voit bien, et qu'on a vraiment besoin d'autres longueurs d'onde que l'optique pour pouvoir passer outre les nuages de matière absorbante. Hein. Et puis après, donc on a les rayons X et après les rayons gamma. Alors ça c'est pareil, ça c'est fait avec des engins spatiaux, et il y a des conditions, les miroirs sont encore des conditions, encore des processus physiques très compliqués pour éviter que le miroir soit transparent. Voilà. Alors voilà par exemple une autre galaxie, ça c'est la galaxie, quoi. Autrefois on appelait la galaxie des chasses, maintenant on l'appelle la galaxie des tourbillons. Bon. Et on voit comment elle est dans les différentes longueurs d'onde, et on voit que c'est complètement différent, et que même, si on peut dire, les limites de la galaxie dépendent complètement de la longueur d'onde dans laquelle on l'observe. Voilà. Alors voilà, donc Messier 51. Voilà, alors on voit que l'hydrogène, donc dans l'arrêt 21 cm, l'hydrogène est concentré dans les bras spiraux. Voilà, et puis là on voit donc c'est la même, donc c'est la même que tout à l'heure. Mais alors là on a mélangé à la fois les ondes radio et la lumière visible, hein, avec beaucoup des sortes de multiples. Et on voit que donc la galaxie n'est pas du tout la même en radio et en visible. Voilà. Alors ça c'est M80, une galaxie spirale, et c'est pareil. Alors on voit, c'est très intéressant de voir justement comment que ça ne s'arrête pas à ce qu'on voit dans le visible. Alors ici c'est pour montrer, donc on a un groupe. Donc c'est les interactions, les effets de marée, hein, entre des galaxies dans un groupe de Messier 80. Et on voit, donc, dans le visible, on ne voit pas du tout, mais on voit que dans l'infrarouge, dans l'arrêt 21 cm, on voit qu'il y a des connexions. Il y a vraiment des connexions. Encore une autre. Oh, je suis désolé, je voulais traduire. Ah, c'est pas bien là. Je crois que je voulais traduire et puis j'ai pas. Voilà. Bon, en fait, on voit, bon, c'est pas différentes longueurs d'onde. Voilà. Alors là, c'est celle que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez, ça c'est évidemment très, comme elle est différente, dans la même échelle, la même galaxie, comme elle est différente. Voilà. Bon, alors, par ailleurs, alors, quelques-unes des autres utilisations de la radio astronomie, bon, il y a eu des... Mais ça, tu peux pas, les pulsars, ça va être dans un autre cours, donc je ne vais pas parler cette fois-là. Alors, on a découvert aussi
Et ça, on a vraiment besoin de la radio. De nombreuses découvertes de molécules interstellaires. Hein. Il y a plus de 170 molécules complexes qui ont été détectées. On a étudié les galaxies et d'autres objets lointains, ça on l'a vu. J'ai pas dit aussi, alors on étudie aussi le Soleil. Hein, il y a à Nancy, il y a tout un réseau de surveillance du Soleil. On étudie le Soleil, la surveillance du Soleil, ça se fait à Meudon, en particulier à Meudon, mais depuis très longtemps, parce que ça a commencé en 1876. Et donc oui, depuis 1876, ça fait quand même très longtemps. Et puis à partir du moment où la radioastronomie, on a étudié le Soleil aussi en radioastronomie. Hein. Et les planètes aussi, on sait qu'on étudie aussi les planètes en radioastronomie. C'est très important aussi. Voilà. Et puis alors on fait aussi maintenant, on essaye, alors on étudie donc des études de programme METI qui essayent de retrouver, avec des signaux radio, essayent de retrouver, de retrouver des signaux qui viennent de l'espace et qui sont périodiques et qui, parce qu'on pense que des signaux périodiques pourraient être envoyés donc par des intelligences extraterrestres. Donc il y a tout un programme qui marche maintenant depuis longtemps et où il y a donc des radiotélescopes qui essayent de capter donc des. Alors maintenant on connaît donc des planètes extrasolaires qui sont dans les zones habitables, enfin qui sont plus susceptibles d'avoir la vie. Ben, on essaye évidemment vers ces objets-là. Voilà. Bon, alors voilà quelques grands radiotélescopes. Alors oui, donc il y en a qui ont des surfaces absolument gigantesques. Voilà. Et puis alors ceux-là marchent avec le très grand. Alors celui-là, donc avec là c'est donc un marque par interférométrie. Alors il y a donc 27 antennes. C'est un des plus grands, le Very Large ARS, c'est un des plus grands radiotélescopes actuels. Puis il y en a beaucoup. Alors donc Arecibo, alors ça c'est une seule surface, mais vous voyez très grande. Voilà. Alors voilà, alors ALMA a été construit étant je sais pas, il n'est pas fini encore, je crois. Bon, ça va, j'ai pas été trop vite jusqu'à présent parce que je m'aperçois que j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Ça va? Ça va, c'est bon, d'accord. Voilà. Alors ALMA, vous voyez, il est très haut. Alors il est en train d'être construit là en ce moment. Donc on voit ici, on a montré que les radiotélescopes, comme les télescopes on les met de plus en plus haut. Bon, la nuit n'est pas bonne, la nuit astronomique, mais tant pis. Puis ça va une initiation, enfin ça fait une pour faire. Voilà. Donc on voit, là, il y en a au Japon à 1350 mètres. Après le VLA qu'on a vu, la VLA Large qui est donc à 2000 mètres. Après il y a la SIA, mais ça c'est un observateur optique là, il est à 2004. Le très grand télescope, le large télescope, donc qui est optique, qui est aussi du Chili, ça c'est des trucs. Ceux-là c'est des trucs de l'ESO, c'est des télescopes européens. Hein. Donc là il est à 2400 mètres. Voilà. Et puis alors, il y a des télescopes optiques, voilà. Il y a le Keck, alors, voilà, il est 4000 mètres, ça c'est Hawaï. Et puis il y a ALMA, donc voilà, 5000 mètres. Alors ça c'est donc dans les déserts du Chili. Alors la différence aussi, c'est qu'en radio, en optique, vous observez uniquement la nuit, sauf quand vous observez le soleil. Mais en radio, vous pouvez observer tout le temps. Il n'y a pas de. Et en plus, les nuages ne vous gênent pas. Ce qui gêne, c'est quand. Je ne sais pas, c'est les conditions, quand il y a peut-être trop de vent, ça je ne sais pas. Ça doit dépendre des différents télescopes, mais en tout cas, il n'y a pas les mêmes problèmes que pour les observations optiques. Bon, alors voilà, ALMA, donc interféromètre radio, donc 66 antennes de 12 mètres chacune, une aire de 9 km de rayon. Alors, c'est quelque chose bon, très grand, les Européens, les Américains, les Japonais. Quand on fait des très grands instruments, c'est extrêmement rare que ce soit un seul pays, ou alors maintenant il y a des grands télescopes, des grands, par les nouveaux pays, par exemple la Chine, enfin, on va voir tout à l'heure, mais ce sont des projets internationaux. Si on veut faire, il faut que les instruments soient de plus en plus grands, donc c'est de plus en plus cher, et donc il faut donc que maintenant c'est de plus en plus des trucs internationaux, et par conséquent le temps d'observation est donné au prorata de chacun des subsides versés par chacun des pays partenaires.
Alors évidemment, c'est très très difficile quand il y a des grands instruments comme ça, c'est très difficile d'avoir du temps d'observation parce qu'il y a énormément de demandes, évidemment. Ce qui fait qu'on peut avoir des demandes qui sont extrêmement intéressantes et qui cependant ne seront pas acceptées parce qu'il y en a d'autres encore plus intéressantes. Et il y a des comités internationaux, et ça arrive aussi que, quelquefois c'est plus intéressant de se mettre avec un autre pays parce qu'il aura plus de temps de télescope possible. Ça arrive, ça. Alors donc ALMA, donc, il est destiné à l'étude de la formation des étoiles et des galaxies. Voilà, donc je vous dis, observation des nuages moléculaires dans lesquels naissent les étoiles et qui ne peuvent être observés que dans les ondes millimétriques et submillimétriques. Je vous ai dit quoi, les molécules interstellaires qu'on a observées ont été donc observées en radio. Évidemment, c'est très important. En plus, plus on trouve des molécules de plus en plus sophistiquées, plus c'est intéressant aussi pour les recherches de la vie, la recherche de alors, il doit observer aussi les trous noirs supermassifs, voilà, grâce à la capacité de voir à travers les nuages interstellaires. En particulier, vous savez, les galaxies, la plupart des galaxies, enfin les galaxies ont des trous noirs supermassifs en leur centre, mais justement, il y a aussi beaucoup de matière interstellaire, voilà, qui permet d'étudier aussi comment se forment les galaxies. Alors, voilà des vues. Voilà des vues. Alors, c'est possible, il est possible de déplacer suivant les programmes, mais ça va pas, je pense que ça ne va pas se faire très facilement. Ça, c'est des maquettes, si on peut dire. Les télescopes vont, les antennes sont mobiles, on peut les déplacer. Alors ça, c'est un très très gros projet allemand, hein, qui est déjà vraiment réalisé déjà, enfin, pas complètement, je pense. Mais, voilà. Alors ça, c'est un radiotélescope. Alors, on fait comme d'après le principe d'Arecibo, vous voyez, mais 500 mètres. 500 mètres d'ouverture, et c'est en Chine, et les montagnes sont belles. Et il était en service depuis un peu plus de 2 ans, il a déjà découvert 44 nouveaux pulsars. Enfin, quand j'ai trouvé cette documentation, mais peut-être qu'il en a encore découvert d'autres depuis, hein, ça je ne suis pas très... Voilà. Enfin, vous voyez, 500 mètres, c'est quand même quelque chose d'absolument énorme. Et puis la géographie autour n'est pas simple non plus, c'est très très beau. Voilà. Alors, le plus grand radiotélescope du monde, donc, alors ça, c'est SKA, le Square Kilometer Array. Alors, je ne sais pas encore quels sont les pays qui sont là-dedans, il y a beaucoup de pays qui sont dedans. Mais si, voilà, mais, alors, la France, donc, il est constaté un réseau d'antennes de différents types. Donc, il y a des antennes paraboliques et des antennes dipôles, voilà. Alors, c'est donc différent, il va être travaillé dans différentes fréquences. Voilà. Alors, les antennes, il y a plusieurs centaines d'antennes paraboliques, donc, chaque antenne a un diamètre de 15 mètres, et en Afrique du Sud et beaucoup d'autres dans des pays africains partenaires. Voilà. Alors, le prochain prototype, voilà, le premier prototype d'antenne parabolique, voilà, donc, il est en Chine. Alors, évidemment, il ne va pas être installé dans un endroit où il y a tellement d'immeubles comme ça. Hein. Là, c'est vraiment une expression, mais vous ne pouvez pas évaluer les radiotélescopes dans des endroits où il n'y a pas de rayonnement parasite. Voilà. Alors, les antennes dipôles, voilà, donc c'est complètement différent. Un enseigne aussi ce genre d'antennes. Voilà, 1 million d'antennes dipôles. Alors, des milliers de stations s'étendront sur des centaines de kilomètres et accueilleront chacune quelques centaines d'antennes. Et ça, c'est l'Australie. Voilà. Alors, voilà, comment comparer SKA avec les plus grands télescopes du monde, les plus grands radiotélescopes du monde. Alors, les différentes sections, parties de SKA. Voilà. Et alors, tous les pays participant au projet. Alors les membres, et puis les Africains, les pays partenaires. Voilà. Et donc vraiment beaucoup de pays sont impliqués. Voilà. Alors là on commence avec des précurseurs. Voilà, en Amérique du Sud. Voilà. Alors le phare, donc c'est un réseau de radioastronomie centré aux Pays-Bas, étendu à travers l'Europe.
des dizaines de milliers d'antennes, donc réparties dans une cinquantaine de stations, dont une à Nancy. Et les signaux sont transmis vers Groningen, où un super ordinateur les combine pour former l'équivalent d'une antenne géante. Et c'est vraiment, donc là, vous voyez, l'instrument lui-même s'étend sur plusieurs pays. Et on voit donc à Nancy l'autre. Alors voilà, donc à gauche les radiotélescopes à fréquents. Oui, ben non, c'est à droite, voilà. Que c'est embêtant, on fonce à droite et à gauche. Voilà. Voilà, donc c'est tous les travaux préparatoires, mais vraiment ça va être le développement de la partie basse fréquence de SCA durant la décennie à venir. C'est des travaux de très très longue haleine, évidemment, et c'est des choses absolument énormes. Et alors, les connaissances que ça nous apportera, on peut évidemment on a des idées forcément, mais on ne peut pas imaginer tout ce que ça peut nous apporter. Alors là, il y a une très belle photo, il y avait une très belle photo de Nancy sous la neige, mais puis malheureusement, vu la qualité du truc, on ne peut pas la voir. Voilà. Bon, alors, ça va être l'évolution des grandes structures cosmologiques et du gaz lors des âges sombres de l'univers. L'âge sombre de l'univers, c'est quand l'univers, il n'y a pas encore tout au début, tout est obscur, voilà. La formation et l'évolution des galaxies, la matière sombre et l'énergie sombre, on ne sait toujours pas ce que c'est, l'origine et l'évolution du magnétisme cosmique, l'évolution des systèmes d'exoplanètes, et enfin les champs forts de gravité et les tests de la relativité générale, grâce aux observations des objets compacts tels les pulsars et les trous noirs. Voilà. Alors, donc, évolution, scénario de formation et d'évolution des galaxies, hein, et donc, on retrouve encore l'émission de 21 cm de l'hydrogène, au total de l'univers, et donc on pense qu'on pourra mesurer, alors évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de le mesurer pour des galaxies les plus lointaines possibles, parce que ça correspond à un moment où l'univers était très jeune. Et à ce moment-là, ça pourra donner donc des informations sur la formation des galaxies et sur comment ça a commencé, comment tout ça a commencé, qu'on ne pourrait pas avoir avant. Et évidemment, pour ça, il faut avoir les galaxies les plus lointaines sont évidemment extrêmement faibles. Et donc, il faut vraiment des instruments extrêmement puissants. Voilà. Et alors, donc, l'évolution des propriétés dynamiques des galaxies, vitesse de rotation du gaz autour du centre du galaxie, c'est très important pour étudier le trou noir qui est au centre. Et voilà, répartition en masse, matière sombre et matière barionique lumineuse. Voilà. Alors ça, c'est donc les galaxies ultra diffuses, donc ça c'est dans visible, qu'est-ce qu'on avec le Hubble Space Telescope, le plus loin possible, les champs très très profonds, elle est le plus loin possible dans l'univers, c'est vraiment très beau. Voilà. Alors voilà, vous voyez, chaque point c'est des galaxies. Alors, bon, l'histoire, l'univers, quand l'univers, alors je dis les âges sombres, hein, donc complètement opaque au rayonnement visible, et quand l'univers, juste avant 1 milliard d'années. Voilà. Et au fur et à mesure, bon, l'univers s'est ionisé, devenu transparent au rayonnement visible. Et voilà, et alors c'est donc le début de l'univers, et c'est donc extrêmement important à connaître. Voilà. Alors, donc il n'est pas possible d'observer les astres les plus distants, parce que c'est voilà. Et le rayonnement électromagnétique peut être observé au-delà de ce décalage spectral, car l'univers était transparent en longueur d'onde radio, le temps déjà. Voilà. Alors, on espère donc détecter le rayonnement radio des grandes structures primordiales et étudier l'origine des premières sources ionisantes. Le SCA pourra dater précisément la période de réalisation de l'univers et donc apporter des contraintes plus fortes sur les scénarios qui retracent l'histoire de l'univers. Voilà, ça c'est un dessin, donc le Big Bang, et puis alors, ici vous voyez, vous avez les âges sombres au début, après il y a les premières étoiles, puis après il y a les trous noirs, les disques d'accrétion, la réalisation, les galaxies. Et ça, évidemment, c'est un schéma, c'est complètement extraordinaire, parce qu'on vous a mis ici 13,7 milliards d'années dans un seul dessin. Et c'est vraiment le schéma tel qu'on pense que c'est un schéma. Bon, évidemment, c'est un schéma, hein, mais voilà, c'est ce qu'on pense maintenant qui s'est passé. C'est quand même complètement important parce que c'est complètement fondamental pour notre connaissance de l'univers et que notre connaissance, comment ça a commencé. Voilà.
Voilà, donc ça va, j'ai pas été trop vite. Non, non. Voilà, donc